The Conversation France. C'est bien le suspense de savoir qui sera le prochain président. Comment sait-on que les élections présidentielles ne sont pas truquées ? Est-ce qu'on peut se présenter quand on a fait de la prison ? Pourquoi il y a besoin de plusieurs partis pour des élections ? Bienvenue au collège Marie Curie des Lilas, à côté de Paris. Je suis Fabrice Rousselot de The Conversation France et nous avons décidé de nous rendre dans une classe afin de mieux comprendre les enjeux des élections présidentielles pour les jeunes. Pour ce premier épisode du podcast Ma classe en campagne, nous allons parler d'extrême droite, puisque c'est le sujet qui a été choisi par les élèves. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Émilien Warvial, doctorant en sciences politiques au Centre d'études européennes de Sciences Po, qui va répondre aux questions des uns et des autres. Voici donc la première question de la classe de 3e 5. Amine Ghanem, comment un parti de l'extrême droite peut-il convaincre les électeurs ? Alors il y a deux manières d'approcher la question. Une manière, c'est de comprendre qui ils sont, quel métier ils font, où est-ce qu'ils vivent, quel âge ils ont, quels sont leurs sexes, etc. Et donc on sait typiquement, il y a des constantes sur le vote d'extrême droite en France depuis de très longues années, que les électeurs d'extrême droite ont plutôt un niveau de diplôme assez faible, plus faible en tout cas, donc c'est-à-dire qu'ils sont allés moins loin dans leurs études que d'autres. Ils ont généralement, en tout cas, on a peu d'électeurs d'extrême droite chez les retraités, chez les gens les plus âgés. On voit qu'il y a plus d'électeurs déjà chez les gens les plus jeunes et le maximum qu'on atteint, c'est chez les gens, on va dire, actifs, qui ont un travail ou qui en cherchent, entre 35 et 65 ans. On sait que c'est des gens qui se positionnent plutôt sur la droite, voire l'extrême droite, assez logiquement, de l'échiquier politique. On sait qu'ils ont ce qu'on appelle un fort niveau d'ethnocentrisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont préférer leur groupe, que ce soit leur groupe religieux, culturel, ethnique parfois, par rapport aux autres. Et donc typiquement, ils vont avoir un niveau, par exemple, de préjugés vis-à-vis de groupes minoritaires un peu plus importants. Et ils vont avoir un rejet de l'immigration et des étrangers plus important que d'autres. On sait aussi que c'est des gens qui viennent de milieux plutôt populaires. On sait qu'il y a une très forte surreprésentation des ouvriers et aussi un petit peu des employés dans le vote d'extrême droite. C'est des gens qui ont des revenus un peu plus faibles que d'autres. C'est des gens surtout qui ont peur de perdre quelque chose avec la situation économique difficile, qui ont peur que leur situation, même s'ils ne sont pas eux-mêmes dans la tranche la plus pauvre, la plus précaire, de tomber là-dedans en raison des différents problèmes économiques. Et enfin, c'est des gens qui ont des attitudes un peu plus défiantes vis-à-vis de la démocratie, des gens qui ont moins confiance dans les politiques, qui pensent que droite et gauche c'est un peu pareil, que l'un dans l'autre, ils font les mêmes politiques. Et c'est des gens qui pensent que les politiques, de manière générale, ne s'intéressent pas à eux. Et après, une autre manière de voir ça, c'est plutôt du côté de l'offre. C'est-à-dire, qu'est-ce que propose l'extrême droite ? Comment est-ce qu'elle se propose d'interpréter les problèmes qu'ont les gens en les convainquant que c'est elle qui a les bonnes solutions. Et donc, pareil, dans l'extrême droite française, mais aussi les extrêmes droites européennes, on voit qu'il y a des traits communs. Il y a ce qu'on appelle le nativisme, c'est-à-dire le fait de préférer les gens qui sont nés dans le pays, qui ont la nationalité de ce pays aux autres. Et donc, typiquement, ça va être la préférence nationale, l'idée que on va réserver certains emplois, certaines allocations aux gens français et surtout pas aux autres. C'est l'autoritarisme, le fait de vouloir de l'ordre dans la société, que les délinquants, les criminels soient punis très fortement. Et enfin, c'est le populisme, c'est-à-dire le fait d'aller critiquer les élites du pays existantes et de prétendre que nous, on est le peuple, on le représente, et c'est comme ça qu'on va changer les choses. Et une dernière manière, c'est finalement le leader, parce que finalement la personnalité du président du parti, du leader est très important. On le voit aujourd'hui avec Marine Le Pen ou Éric Zemmour aujourd'hui, et c'était Jean-Marie Le Pen hier. C'est des gens qui ont cette capacité à porter un message contestataire et à convaincre que eux sont différents et qui vont pouvoir vous représenter, vous, les gens qui avaient des problèmes au quotidien et qui êtes inquiets. C'est des gens qui craignent un petit peu que la mondialisation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des flux de marchandises très importants, le fait que, par exemple, votre emploi puisse être délocalisé dans un pays où ça va coûter moins cher de produire, il y a un peu la peur que
votre situation économique se dégrade. Et donc, il va y avoir cette idée assez forte qu'on doit vous protéger. Que les Français, aujourd'hui, sont dépossédés de leur marge d'action, qu'ils sont mis en danger par des phénomènes extérieurs, donc la mondialisation, les flux migratoires. Et donc, on va devoir, comme ça, avoir un État qui est très fort, qui va apporter cette protection aux gens qui en ont besoin. Et c'est vraiment sur ça que réside la principale attractivité de l'extrême droite aujourd'hui. Alors justement, nous avons une question, je crois, sur l'histoire à la fois et l'économie. Anna, en 1930, la montée de l'extrême droite est en partie due à la crise économique. Mais pourquoi aujourd'hui y a-t-il une montée d'extrême droite? Quel pourrait être l'événement déclencheur? Alors d'abord, il faut dire que tu as raison sur ce point-là. La crise économique, effectivement, dans les années 30, a été quelque chose de très important dans l'émergence de l'extrême droite, notamment en Allemagne et en Autriche, puisque la situation était vraiment catastrophique et ça a, on va dire, poussé certaines personnes qui étaient très inquiètes de l'avenir dans les bras de l'extrême droite, et donc ou bien du nazisme ou bien du fascisme en Italie. Après, tu as raison aussi de dire que c'est en partie l'explication. Il y a d'autres facteurs. Il y avait à l'époque la peur du communisme qui était très forte chez les classes moyennes et les classes un peu plus aisées aussi. Et il y avait aussi une forme de ressenti un peu patriotique, nationaliste, identitaire vis-à-vis de la Première Guerre mondiale, comment ça s'était passé, le fait que voilà, on ait imposé ou bien des sanctions pour l'Allemagne, ou bien qu'on n'ait pas assez récompensé l'engagement pour l'Italie. Et donc, c'est un facteur de choses et qui ont été favorisés aussi par le fait qu'il y ait des activistes dans les ligues, ce qu'on appelait ça à l'époque, qui soient présents sur le terrain physiquement pour créer une forme de menace armée et faire pression sur le Parlement, la démocratie. Donc, c'était une époque qui était assez compliquée en termes de croyance dans la démocratie. C'était vraiment une époque où on pensait que ça pouvait ne pas marcher. Aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? C'est compliqué. Évidemment, la crise de 2008, donc la crise financière qui fait que voilà, les économies européennes et américaines ont plongé, a favorisé, oui, le score des partis d'extrême droite. Mais ce n'est pas chez eux que c'était le plus important. En fait, c'est une crise qui a d'abord fait émerger des partis, on va dire, de gauche radicale. Donc ça peut être typiquement Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, la France insoumise un peu plus tard en France. Et chez l'extrême droite, en fait, ça n'a fait que favoriser parce qu'elle était déjà là depuis un moment. En France, il faut se rappeler que le FN y fait des bons scores depuis le début des années 80. Dès 88, Jean-Marie Le Pen atteint 14-15% au premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, elle est déjà depuis un moment. Donc, c'est pas ça qui va expliquer qu'elle naît en France. Il y a plusieurs hypothèses. Par exemple, Jérôme Fourquet, qui est un sondeur et un essayiste, lui, va dire que c'est un moment, donc évidemment, de fragilisation économique. C'est les crises des années 70, c'est la désindustrialisation, c'est un moment où on commence à s'inquiéter de l'état de l'économie, il n'y a plus la croissance d'avant. Et à ce moment-là aussi, une visibilité plus forte des populations immigrées et de leurs enfants qui vont commencer à protester pour leur situation, pour les discriminations qu'elles subissent. C'est par exemple la marche pour l'égalité contre le racisme en 83. Et donc, lui, il explique que c'est peut-être une peur des gens de voir justement que à la fois leur situation était moins bonne économiquement, plus fragile, et qu'il y avait des gens aussi qui revendiquaient, qui ne connaissaient pas forcément et qui revendiquaient des droits, qui les a peut-être un petit peu effrayés. Et donc, c'est cette hypothèse, lui, qu'il avance. Donc, un événement, il peut avoir des importances, il peut déclencher, mais c'est jamais aussi automatique que ça. On sait qu'il y a des pays qui, d'ailleurs pendant longtemps, n'ont pas connu d'extrême droite très forte. On sait que pendant longtemps, l'Allemagne, l'Espagne ou le Portugal, notamment parce qu'ils ont eu, il n'y a pas si longtemps que ça, des régimes autoritaires très forts, n'avaient pas d'extrême droite. Aujourd'hui, elles l'ont eu, et oui, on peut sans doute mettre ça sur le dos de la crise économique, aussi de la crise dite des réfugiés en 2015, ou de la crise de la zone euro en Allemagne. On a vu que l'Alternative pour l'Allemagne, qui est le parti là-bas d'extrême droite, a émergé parce qu'il s'agissait de peut-être redistribuer de l'argent aux autres pays de la zone européenne. Et ça ne plaisait pas à certains. Et après, il y a eu la crise migratoire, et ça n'a encore pas plu à d'autres. Et donc, il peut y avoir ces événements qui jouent un rôle, mais globalement, ce qui compte, c'est des phénomènes de long terme. C'est la désindustrialisation, c'est la mondialisation, c'est la fatigue démocratique, le fait qu'on se dise que on a un petit coup à droite, un petit coup à gauche, et que finalement on ne voit pas la situation vraiment changer, et c'est ça qui peut vraiment
mécontenter les gens au point de les faire voter pour l'extrême droite. Et c'est vrai que nous avons une défiance généralisée. Nous avons évidemment d'autres questions. Justine, le racisme dans des discours politiques d'extrême droite est-il considéré comme de l'incitation à la haine ? Ça, c'est une question qui est compliquée parce que c'est une question presque auquel un juriste pourrait être confronté. Parce qu'évidemment, ça demande des questions de droit, de savoir si pour être condamné dans un procès, c'est pas tellement moi ce dont je suis spécialiste. Ce qu'on sait, c'est que oui, il y a des gens d'extrême droite qui ont été condamnés, parfois même assez souvent, pour des faits d'incitation à la haine en raison des origines, voire même parfois de délits encore plus graves, tels que des contestations de crimes contre l'humanité. C'était le cas plusieurs fois de Jean-Marie Le Pen, c'était le cas d'Éric Zemmour encore très très récemment. Après, on sait aussi que c'est des propos qui ont été tenus de manière un peu annexe, si on veut dire ça comme ça, dans des interviews, dans des meetings, au moment où ce n'était pas forcément le cœur des mesures. On a rarement vu, par contre, des mesures d'extrême droite, des propos d'extrême droite qui sont vraiment le cœur du discours, comme la préférence nationale, être traînés, si on veut, devant les tribunaux pour être contestés. On sait que, après, s'ils arrivent au pouvoir, ça pourrait être contesté, parce qu'évidemment, c'est une forme de différence qu'on fait entre les gens sur le territoire. On sait par exemple qu'à Vitrolles, qui était une ville que le Front National administrait il y a quelques années, il y a eu une tentative pour donner une prime aux enfants français et pas aux autres, pour ceux qui naissaient, et ça a été finalement invalidé par la justice parce que ça va contre un peu le droit français qui est de traiter tous les gens de manière égale. Après, ce qu'on sait aussi, c'est que ils sont peu condamnés, et c'est a priori difficilement condamnable parce qu'ils font attention. On sait qu'il y a des lois en France qui interdisent ça. Typiquement, la loi sur l'incitation à la haine, ça s'appelle la loi Pleven. Elle a été votée en 1972, et elle condamne ce genre de propos qui incitent ou bien à la violence, ou bien à la haine, ou bien à la discrimination. Et donc, on sait qu'ils font attention. Ils savent qu'ils ne vont pas parler tellement des groupes de gens, puisque ça, c'est interdit. Ils vont parler des phénomènes. Donc, par exemple, vous entendrez rarement dire quelqu'un d'extrême droite frontalement dans un micro, c'est la faute des immigrés. On va plutôt dire c'est la faute à l'immigration. Et presque quelque part, il pourrait dire que c'est même pas tellement la faute des immigrés s'ils causent des problèmes. Et donc, c'est une manière de contourner, si vous voulez, tout ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le codage du langage. C'est-à-dire que vous dites quelque chose, par exemple, vous employez le terme de racaille. A priori, ça peut vouloir dire n'importe qui commet des délits, mais vous savez que vos électeurs, eux, ils ont une compréhension particulière de ce mot-là, que ça peut être des gens d'un certain milieu, vivant dans certains territoires, d'une certaine origine. Et donc, c'est une manière de dire des choses qui peut-être pourraient être interprétées de manière raciste, mais qui, aux yeux du grand public, vont passer. Et enfin, une dernière chose, c'est que le racisme, il a un peu évolué dans sa manière de s'exprimer. Avant, on avait un racisme qui était dit biologique. Il y avait l'idée qu'il y avait des races biologiques différentes dans l'humanité et que par ailleurs, on pouvait les hiérarchiser, notamment par exemple que les Blancs ou les Aryens, comme on dit les nazis, étaient les plus importants, les meilleurs, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement cette idée de race biologique, il y a cette idée de culture, de civilisation différente, et a priori, les gens d'extrême droite vont dire on ne sait pas qui est la meilleure. Chacun est égal, mais en revanche, c'est pas bien quand elles se mélangent. Le métissage, c'est dangereux. Et donc, la civilisation, par exemple, musulmane, elle est très bien dans le monde arabo-musulman, la civilisation occidentale en Occident, mais il ne faut pas mélanger les deux. Et donc, c'est cette idée que des gens qui vont migrer d'une civilisation à l'autre, d'une ère culturelle à l'autre, ils vont poser problème nécessairement. Presque dans leur essence, on ne peut pas faire autrement. Les cultures ne se mélangent pas, c'est quelque chose qui est fondamental chez eux. Et donc, c'est comme ça que le racisme passe. Et celui-là, il est plus difficile à caractériser sur le plan judiciaire. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des discours qui, peut-être indirectement, en effet, suscitent la haine, attisent la haine par accumulation de ces propos-là, mais que, devant la justice, il est quand même assez difficile de les faire condamner. Safa, est-ce que les musulmans vont être traités comme les juifs dans les années 30 ? Alors forcément, en tant que chercheur, je fais un peu attention avec les comparaisons historiques. Parce que c'est vrai que la situation des musulmans aujourd'hui et des juifs dans les années 30 est quand même différente. On sait que d'abord c'est des groupes sur lesquels on a des préjugés qui sont un peu différents. On sait que concernant les juifs, il y a une accusation un peu plus complotiste de faire partie d'une élite cachée qui aurait un intérêt à dominer la population, qui n'est pas tellement forcément ce qu'on
reproche aux musulmans ou aux personnes d'origine maghrébine aujourd'hui en France. On sait qu'il y avait à l'époque un projet d'extermination raciale ou de déportation qui n'est pas le cas, en tout cas aujourd'hui, concernant les musulmans en France. Et on sait que la société n'était pas la même. Il y avait évidemment à l'époque, heureusement, des gens pour s'élever contre ce qui était fait et dit contre les juifs, mais ce n'était pas la norme. Encore dans l'après-guerre, dans l'immédiate après-guerre, dans les années 50, quand on demandait aux gens est-ce que les Juifs sont des Français comme les autres, eh ben, on n'avait pas forcément une majorité de gens qui répondaient oui. Aujourd'hui, il y a une très grande tolérance envers les Juifs. Évidemment, il continue à y avoir de l'antisémitisme, ce qui fait que ce qui s'est passé pour les Juifs avant n'est pas forcément totalement fini, sur le point de vue des préjugés ou des violences parfois. Mais donc, c'est pas la même chose. Après, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les musulmans aujourd'hui ? Sans doute. Il y a plusieurs axes sur lesquels ils sont, entre guillemets, accusés de poser des problèmes. Il y a les questions de terrorisme, le fait qu'on ait des gens particulièrement radicalisés dans la religion musulmane qui puissent à un moment poser des problèmes de sécurité. Il y a l'idée que les immigrés venus, par exemple, d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord posent des problèmes économiques, notamment avec l'immigration. Il y a l'idée qu'ils ont des habitudes, des comportements, des croyances qui ne sont pas compatibles avec la culture française. Pour dire comme ça, c'est les trois grands axes sur lesquels ils peuvent être accusés. En effet, oui, il y a des risques. On sait que récemment, pour les faits les plus graves, il y a pu avoir des groupes terroristes, ou en tout cas des intentions de commettre des actes terroristes qui ont été démantelés. Des gens qui s'entraînent à tirer sur des musulmans, mais pas que, d'ailleurs aussi des politiques avec des armes. On sait qu'en Nouvelle-Zélande, il y a eu, il y a quelques années, l'attentat de Christchurch, où 50 personnes ont été tuées parce que musulmanes par quelqu'un d'extrême droite. On sait qu'il y a eu une mosquée attaquée dans le sud-ouest en France il y a quelques années. Donc oui, il y a un peu ce risque de gens qui voient vraiment une guerre culturelle entre les Occidentaux, les Blancs, les Français comme vous voulez, et les musulmans, et qu'on va essayer de l'accélérer. Il y a aussi un risque d'intolérance. On sait qu'aujourd'hui, même si globalement il y a une acceptation des groupes minoritaires ou des autres religions qui ne sont pas la religion historique française, il y a une acceptation, mais il reste quand même une partie importante de la population qui a des préjugés, qui pense que oui, cette religion-là n'est pas compatible parce qu'il y aura un traitement des femmes, par exemple, différent, parce qu'il y aura des pratiques différentes. Et donc, oui, il y a des soupçons parfois de ne pas s'assimiler, de ne pas en faire assez, donc finalement de ne pas être vraiment totalement français. Et évidemment, ça peut à un moment donné poser un grave problème. Mais on a aussi l'impression quand même que de la part de certains candidats, pour ne pas le nommer Éric Zemmour, il y a une cible entre guillemets, c'est-à-dire qu'on appuie beaucoup sur la question musulmane avec tous ces préjugés que vous évoquez et sans aucune mesure, sans aucune façon d'essayer de comprendre ce que c'est qu'aujourd'hui la population musulmane en France, mais plutôt avec cette envie à chaque fois de mettre de côté, j'allais dire, la population musulmane. Oui, et puis en même temps, comme on l'a dit dans la question précédente, c'est dit de manière toujours un petit peu indirecte, quoi, avec des mots qui sont faits pour ne pas trop fâcher, même si, bon, parfois, voire même souvent, il y a des dérapages. Oui, c'est sûr qu'il y a des candidats, plusieurs, pour lesquels le principal problème aujourd'hui, c'est l'immigration et le terrorisme, et qui donc vont voir dans un groupe de musulmans radicalisés la principale menace aujourd'hui en France, le principal problème. Et c'est sûr que, forcément, l'accumulation de tout ça, à un moment donné, peut causer un malaise. Par exemple, chez les musulmans, on sait qu'il y a une inquiétude, on sait que, par exemple, les femmes voilées peuvent se sentir inquiètes quand elles vont dans l'espace public parce qu'il peut y avoir des violences contre elles. Et ça, on le sait, ça, on l'a déjà observé. Et donc, oui, il y a un risque sur ce point-là. Et il y a un risque aussi de la part de l'État, parce qu'on sait que l'État a donc pris diverses mesures pour lutter, c'est normal, contre le terrorisme islamiste, mais qu'il peut y avoir une volonté de contrôler aussi les agissements des individus, la manière dont ils croient, qui sont parfois, a priori, pas si problématiques que ça dans la loi. On peut ne pas aimer, mais dans la loi, c'est acceptable. Et on voit que les organismes internationaux, par exemple, j'en ai un qui s'appelle Freedom House, qui évalue en fait le degré de démocratie et de liberté qu'on a dans les différents pays. En France, quasiment la moitié des points qui font qu'on n'est pas une démocratie parfaite et absolue, même si personne ne l'est, c'est le traitement des musulmans et le risque de créer un malaise chez cette population, parce qu'on va avoir des lois qui vont cibler l'islam, qu'on va vouloir contrôler qui fait bien et pas bien. Et donc oui, il y a un risque, non pas qu'il arrive ce qui est arrivé aux Juifs il y a 90 ans, mais
que on a une forme de stigmatisation de ce groupe-là, et il existe déjà, et aussi surtout que les problèmes qui existent ne soient pas réglés, que les discriminations à l'embauche, au logement, etc., ne soient pas réglées. Donc oui, qu'il y ait une forme de mise à l'écart. Rien n'est donné à ce moment aujourd'hui, rien n'est fait, mais oui, il pourrait y avoir une dégradation encore plus de leur situation. Alors pour finir, je crois une question qui va mettre un peu de perspective dans tout ça. Vincent, comment l'extrême droite a-t-elle changé en 100 ans ? Alors, elle a à la fois beaucoup changé et elle est restée assez stable, assez cohérente avec elle-même. D'abord, l'extrême droite, c'est un groupe qui est très très large, qui peut désigner des individus avec des idées très différentes. On peut avoir des fascistes, on peut avoir des monarchistes, on peut avoir des suprémacistes blancs, on peut avoir des collaborationnistes, on peut avoir plein de gens très différents. Après, on sait que ces gens-là aussi se sont réunifiés, notamment sous l'égide du Rassemblement national, Front National auparavant, avec ce qu'on appelle le compromis nationaliste, le fait que on a des idées un peu différentes sur la vision de quels sont les problèmes de la France, mais on va s'allier parce qu'on veut un candidat qui défende nos idées globalement, c'est-à-dire rejeter l'immigration, essayer de garder une forme de pureté culturelle, voire même parfois ethnique de la France, et donc on va s'allier ensemble pour ça. Après, il y a des choses qui se sont passées depuis. La Seconde Guerre mondiale est passée par là, et donc forcément, la sorte de tabou qu'elle impose, le fait que aujourd'hui, voilà, même si on peut craindre que ça s'effrite un petit peu, quand on évoque positivement le maréchal Pétain, il y a quand même une forte controverse publique, le fait qu'on ne puisse plus formuler publiquement, et c'est heureux, des catégories raciales, comme cela, une forme de hiérarchisation entre les races, tout ça est passé par là, la société est vigilante, les autorités aussi sont vigilantes, parfois elles peuvent interdire des groupes qui prônent la discrimination raciale. Il y a aussi le déclin de certaines formes d'extrême droite. Par exemple, aujourd'hui, ils existent encore, mais quasiment plus personne ne défend la monarchie en France. En revanche, il y a beaucoup plus de gens populistes, comme je le disais, qui vont se réclamer du peuple et qui vont vouloir renverser les élites actuelles. On sait que les cibles sont un peu différentes. Avant, c'était beaucoup les juifs. Évidemment, ils demeurent, mais dans les discours publics, c'est pas forcément eux qu'on va afficher, parce que la Seconde Guerre mondiale est passée par là. Et donc, ça va être réservé au dérapage, à côté, mais le principal discours va être sur les musulmans, les arabes, leur capacité à s'intégrer, etc. Et on n'aura plus, comme avant, les juifs, et on pouvait même trouver des attaques contre les francs-maçons, les protestants. C'est des choses qui, aujourd'hui, en France, sont difficilement imaginables. On sait qu'il y a une insertion aussi dans le jeu démocratique qui est plus fort, parce qu'avant, on avait des mouvements d'extrême droite qui essayaient de faire pression sur la rue, dans la rue, sur le Parlement, pour menacer la démocratie. Aujourd'hui, les gens ont choisi d'intégrer le jeu démocratique. Après, évidemment, on peut supposer que c'est pour le subvertir en quelque sorte, mais en tout cas, ils ont choisi d'être dans des partis, de concourir dans des élections, d'occuper des postes, etc. Et donc, forcément, leur antisystémisme, qu'on peut dire, c'est-à-dire le fait de s'opposer au système actuel, aux règles du jeu, aux partis, etc., prend une forme différente. Et dernière chose que je soulignerais, c'est de nouveaux outils de mobilisation. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, aujourd'hui, on a YouTube, on a plein de manières par lesquelles l'extrême droite peut s'exprimer, et elle s'exprime, elle ne se prive pas du tout pour le faire, et on a aussi des activistes de terrain qui vont, par exemple, occuper la rue, pour, par exemple, on l'a vu, chasser des antifascistes, ou on l'a vu en Italie aussi, parfois quelques chasses aux étrangers qui sont accusés de prendre des ressources, par exemple pour les sans-abri locaux. Donc, ils ont d'autres moyens de s'exprimer, ils ne sont pas du tout muselés, et c'est vrai que du coup, ils peuvent prendre une viralité qui n'était pas celle d'avant, puisque maintenant, vous avez un téléphone, parfois une caméra, et ça suffit pour diffuser votre discours, et parfois, si vous êtes un peu habile, avoir beaucoup de succès. Et donc, l'extrême droite, certes, elle peut sembler un peu moins menaçante que par le passé, parce que elle essaie de s'intégrer un peu plus au jeu démocratique, parce qu'elle a bien compris que sinon ça ne marcherait pas, mais elle n'est pas moins puissante et influente qu'avant. Eh bien, merci Émilien Warvial. Je rappelle que vous êtes doctorant en sciences politiques au Centre d'études européennes de Sciences Po. Merci à tous les élèves de la classe de 3e 5. Merci à Pierre Taine, leur professeur. Merci au Collège Marie Curie. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast Ma classe en campagne qui sera consacré à la démocratie. Et surtout, n'oubliez pas de retrouver tous nos podcasts sur The Conversation France. Au revoir.
The Conversation France. In Extinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extinso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.